Savoir ou périr. Programme surchargé, obsession de l'évaluation et de la compétition, manque de temps et de moyens, l'enseignement et la recherche souffrent de nombreux maux. En plus de produire des élèves, étudiants et chercheurs malheureux dont le désir de comprendre est malmené, tout cela menace la survie de sociétés humaines qui, depuis leurs lointaines origines, dépendent de la création continue de connaissances pour s'adapter à des environnements changeants. À l'heure où les sciences sont attaquées de toutes parts, il devient vital de rompre avec ces logiques destructrices et de mettre en œuvre une politique révolutionnaire de l'enseignement et de la création scientifique. À l'heure où les sciences sont attaquées de toutes parts, il devient vital de rompre avec ces logiques destructrices et de mettre en œuvre une politique révolutionnaire de l'enseignement et de la création scientifique. À la mémoire de Marc Bloch, de Marie Curie, d'Albert Einstein et d'Alexandre Grothendieck. Savoir ou périr. Aujourd'hui, tout le monde croit savoir ce que sont les sciences, même si bien peu ont eu l'occasion au cours de leur vie d'en pratiquer réellement. Perçues par beaucoup comme des pans de savoir un peu mystérieux et ésotériques, elles suscitent parfois l'émerveillement ou la fascination qu'alimentent les mythes du génie individuel et de l'Eureka. Mais associées à la rigueur et à la sélection scolaire, elles sont plus souvent encore vues comme des activités fastidieuses et rébarbatives qui intimident ou terrorisent. Concrètement, l'ensemble des sciences, de la matière, de la vie et de la société constitue l'un des grands domaines d'activité au sein desquels les membres des sociétés modernes peuvent s'insérer. Ce sont des filières scolaires, des départements universitaires, des organismes de recherche, des laboratoires, des revues, des livres et, bien sûr, des chercheurs et enseignants-chercheurs qui font vivre ces institutions et dédient tout ou partie de leur temps professionnel à la connaissance scientifique. On pense beaucoup plus rarement à la création lorsqu'il est question de science. Le père de la psychologie historique, Ignaz Meyerson, parlait de classes d'expression pour désigner des univers aussi différents que les domaines techniques, économiques, religieux, juridiques, artistiques ou scientifiques au sein desquels se manifeste, dans des actes et des œuvres spécifiques, la créativité humaine. La science est donc bien une création. Elle implique de la recherche, de l'imagination, de l'intuition, du tâtonnement, des essais et des erreurs, des prises de risques, de la concentration, une masse considérable de travail et autant d'affect que la création artistique, de la joie la plus pure qui accompagne le moment libératoire de la compréhension, de la résolution ou de la découverte au désespoir le plus profond de celui ou de celle qui reste bloqué ou qui échoue. À la différence toutefois des autres types de création, la science entretient un rapport privilégié avec la question de la vérité sur l'état réel du monde. Elle crée, au sens où elle invente des voies et des moyens de comprendre le réel, au sens aussi où elle élabore des visions permettant de fournir une image correcte du monde et de son fonctionnement. Mais elle ne crée pas de toutes pièces le monde dont elle parle, qui existe indépendamment d'elle et qu'elle cherche à appréhender à l'aide de méthodes rationnelles. On n'attend pas d'elle a priori qu'elle nous émeuve, qu'elle nous séduise, qu'elle nous fasse la morale ou qu'elle nous livre un programme d'action, mais qu'elle nous donne à comprendre la réalité. C'est ce rapport particulier au réel et à la vérité qui fait de la science une création spécifique et particulièrement précieuse. Bien avant que les sciences ne deviennent les domaines institutionnellement autonomes que nous connaissons, les sociétés humaines se sont dotées d'un ensemble de savoirs et de savoir-faire, transmis de génération en génération, qui leur ont permis d'assurer les interactions favorables avec leur environnement naturel, connaissance de la flore et de la faune, des phénomènes météorologiques, des catastrophes naturelles, etc., et de surmonter des épreuves telles que les maladies ou les blessures, pharmacopée. Lorsque l'on parcourt l'ensemble des sociétés humaines, des sociétés de chasseurs-cueilleurs mobiles, sans richesse,
sans écriture ni État, aux sociétés sédentaires, étatisées, scolarisées, capitalistes. On prend conscience du fait que l'activité de connaissance n'est pas une activité accessoire ou dispensable, et qu'elle n'est pas une option culturelle dont les humains auraient pu, à un moment ou à un autre, se passer, mais bien une nécessité absolue pour assurer la survie individuelle et collective. Pour une espèce aussi culturelle qu'Homo sapiens, et dont la survie dépend désormais d'une masse de savoir extraordinairement variée et complexe, la transmission scolaire et la création continue de nouvelles connaissances ne sont pas des questions sectorielles, comme pourrait le laisser penser l'existence de ministères de l'éducation ou de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elles sont des exigences vitales. Or, on ne peut que constater et déplorer que les faibles moyens alloués au système d'enseignement et aux organismes de recherche, de même que le fonctionnement actuel du système scolaire et les conditions dans lesquelles se fait la recherche scientifique, constituent des freins objectifs à l'apprentissage comme à l'avancée des connaissances. Un système scolaire au programme surchargé qui ne laisse pas toujours le temps de l'approfondissement ou de l'intériorisation durable des connaissances, et qui est entièrement piloté par l'évaluation, examen, concours, notation, classement, alors que celle-ci n'aurait dû rester qu'un simple moyen de s'assurer de la bonne acquisition des connaissances par les élèves. Un système scolaire qui trie, oriente et sépare les élèves en filières, cursus, établissements plus ou moins nobles. Un enseignement supérieur semestrialisé qui réduit le temps d'apprentissage des étudiants et leur autonomie de pensée, avec l'objectif de plus en plus pressant d'insertion professionnelle ou de rentabilité à court terme. Des institutions académiques qui retirent aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs la denrée la plus précieuse qui soit en matière de création scientifique, le temps, nécessaire à tout apprentissage et à toute création véritable. La mise en concurrence généralisée des élèves, des étudiants et des chercheurs, qui rend difficile la coopération, l'entraide et la circulation des informations, des pratiques et des ressources. Tel est le champ de ruines laissé par des décennies de politiques scolaires et scientifiques menées tambour battant par des technocrates de la réforme. Responsables politiques de tous bords, hauts fonctionnaires dans les ministères, managers des universités et des institutions de recherche, ceux qui gouvernent l'enseignement et la recherche n'ont manifestement aucune idée de ce que sont les conditions d'un apprentissage réussi et d'une recherche libre, indépendante et inventive. En plus de produire des élèves, des étudiants et des chercheurs malheureux, tenaillés par la peur perpétuelle de l'échec, de la sanction, de la dévalorisation, de la mauvaise note ou du mauvais classement, et dont la curiosité, la capacité d'émerveillement et le désir de comprendre ont été sérieusement malmenés depuis l'enfance. L'ensemble des dysfonctionnements pointés ne peuvent que déboucher sur une baisse générale du niveau de création scientifique, dont personne ne peut prendre la mesure, car ce qui n'est pas créé ne manque par définition jamais à personne. Et qui dit baisse du niveau de création scientifique dit affaiblissement de nos capacités d'adaptation et de survie collective. Dans un contexte de crise écologique majeure, et donc de lourdes menaces qui pèsent sur l'ensemble du vivant, un tel affaiblissement risque d'être fatal à plus ou moins long terme. Ce livre manifeste voudrait renouer avec l'esprit de Marc Bloch, qui est appelé en 1943 à une révolution de l'enseignement, et avec l'esprit critique de quelques chercheurs parmi les plus féconds de leur temps, tels le mathématicien Alexandre Grothendieck, dont les propos et les actes ont dessiné en creux non pas le profil de génie hors norme, mais les éléments d'une politique générale de la création scientifique. Le savoir, c'est la survie. Parce qu'il savait penser la vie des sociétés dans une large perspective évolutive, Norbert Elias a été l'un des rares sociologues à avoir compris que l'espèce humaine a dû affronter, comme n'importe quelle autre espèce, le problème de la survie.
si elle n'avait pas su créer l'ensemble des connaissances adéquates pour faire face à toutes les situations problématiques qu'elle rencontrait, si elle n'avait pas trouvé les moyens de s'orienter correctement dans le monde, elle aurait tout simplement disparu. Cela signifie que, contrairement à une idée reçue, les premières sociétés humaines n'ont pas pu vivre dans l'illusion permanente, les fausses croyances et la pensée magique, mais qu'elles disposaient d'un minimum de savoir et de savoir-faire réaliste et efficace, congruent à la réalité, leur permettant d'interagir favorablement avec leur environnement. Dès le début de l'humanité s'est donc posée la question de bien connaître la réalité, et de veiller à ce que le fond de connaissances adéquates à la réalité, fussent-elles imprégnées d'imaginaire, puisse se transmettre, par imitation directe ou par des formes plus ou moins élaborées d'enseignement, d'une génération à l'autre. Sans ces savoirs et savoir-faire, et sans leur transmission, point de salut possible pour l'espèce. Nous ignorons tout des groupes humains qui ont peut-être disparu de la surface de la planète par manque de savoir adapté à un environnement plus ou moins changeant. Mais ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que seuls ceux possédant un fonds suffisant de symboles ajustés à la réalité ont survécu. C'est ce fonds de connaissances qui leur a permis de se nourrir et de se protéger de leur environnement, des durées climatiques, des nombreuses catastrophes naturelles, des maladies, des prédateurs ou des attaques portées par d'autres groupes humains. Une bonne illustration de cette fonction de survie assurée par la connaissance est le cas d'une tradition de savoir ancestrale indonésienne appelée le smong, transmise oralement depuis l'enfance par des poèmes ou des chansons. C'est ce savoir qui a permis aux 60 000 habitants de l'île indonésienne de Simelu, située au large de Sumatra, d'être très faiblement touchés par le tsunami de 2004. Seulement 5 décès recensés seraient dus à la catastrophe, malgré sa proximité avec son épicentre. Dans une étude menée entre 2016 et 2023, 2 chercheurs en sciences sociales, Alfie Rahman et Mouzaïn Nazaruddin, ont montré que cette tradition, créée à la suite d'un précédent tsunami datant de 1907, a fourni aux habitants des éléments essentiels pour savoir détecter les signaux avant-coureurs de la catastrophe et adopter rapidement les bons comportements pour s'en protéger le plus efficacement possible. Les auteurs parlent du smog comme d'un véritable guide de survie, enjoignant aux habitants de s'éloigner immédiatement de la côte ou de se diriger vers un terrain plus élevé, dès lors que tremblements de terre et reculs soudains de la mer sont observés. On sait aussi que, dans les cas de populations forcées brutalement à vivre dans des conditions inhabituelles et extrêmes, régions glaciaires, zones désertiques et arides, etc., les chances de survie s'avèrent très faibles. Même quand ils ont bénéficié d'une bonne éducation scolaire et qu'ils sont issus de sociétés économiquement développées, des êtres humains ne peuvent survivre très longtemps dans des conditions écologiques et climatiques auxquelles ils n'ont pas été préparés. Ils n'ont ni les bons outils, ni les bonnes pratiques, ni les bonnes connaissances botaniques et zoologiques notamment, pour savoir quoi et comment chasser, quelles plantes ou quels fruits manger sans danger, quelle eau consommer, comment se protéger du froid ou de la chaleur, comment et avec quels matériaux construire des habitats adaptés à l'environnement, etc. Ils échouent là où les peuples autochtones ont trouvé, au fil du temps et des expériences accumulées, les moyens de s'adapter qu'ils se transmettent précieusement de génération en génération. L'anthropologue et spécialiste de biologie évolutive humaine Joseph Henrich raconte ainsi la terrible mésaventure d'un groupe d'hommes placés sous le commandement de John Franklin, partis en juin 1845 des îles Britanniques pour se rendre dans l'Arctique, où ils restèrent coincés. Des Inuits vivaient dans cet environnement depuis plus de 30 000 ans, mais il était inhabituel pour ces hommes. Savoir pêcher le phoque ou le saumon, construire des igloos ou des kayaks, chauffer de la graisse de phoque, fabriquer des paniers, des vêtements, des écluses à poissons, des traîneaux ou des harpons, tout cela n'avait rien d'une évidence pour eux, et, en l'absence de ces savoirs, de ces savoir-faire,
de ces techniques et de ces modes d'organisation, dans le cas, par exemple, des chasses collectives, aucun d'eux ne survécut. Ces hommes n'étaient pas moins intelligents que des Inuits, et il est même fort probable qu'ils se sentaient culturellement supérieurs à eux, en tant que membres d'une société technologiquement plus avancée. Mais l'intelligence n'est ni une capacité universelle, ni une affaire individuelle, comme nos tests d'intelligence tendent à nous le faire croire. Notre conception de l'intelligence, très scolarocentrée, nous empêche à la fois de saisir les formes d'intelligence propres à d'autres espèces animales adaptées à des conditions d'existence, aquatiques ou aériennes par exemple, très différentes des nôtres, et les formes qui se déploient dans de toute autre société humaine que les nôtres. Si l'on veut continuer à parler d'intelligence, il doit être clair que celle-ci dépend assez largement de l'environnement et des types de problèmes qu'il impose de résoudre, et qu'il s'agit d'une réalité bien plus collective qu'individuelle, qui suppose des dispositifs très fiables de transmission des connaissances. Pour savoir quoi faire et comment faire pour survivre, il aurait fallu que ces hommes perdus dans un monde inconnu et a priori très hostile aient pu bénéficier de la transmission d'une culture parfaitement adaptée à ce milieu. L'environnement n'a cessé de changer au cours des 300 000 ans de l'histoire d'Homo sapiens, et une partie de plus en plus importante de cet environnement est le produit, volontaire ou involontaire, de l'action humaine, de sa capacité culturelle à produire de nouvelles connaissances et de nouveaux artefacts toujours plus puissants. Vivant dans des sociétés qui n'ont jamais produit autant d'artefacts, nous sommes embarqués, sans que nous l'ayons cherché volontairement au départ, dans une course effrénée entre, d'une part, les effets destructeurs de nos multiples activités sur la vie de notre espèce, et plus généralement sur la biodiversité planétaire, et d'autre part les effets réparateurs que notre intelligence collective peut créer. La vie, c'est l'apprentissage. Dans leur définition des propriétés de toute forme de vie possible, life, les chercheurs états-uniens Stuart Bartlett et Michael L. Wong ont établi 4 grands piliers. Pour eux, tout organisme vivant est capable de dissipation, c'est-à-dire d'un maintien de sa structure propre en utilisant la matière et l'énergie de son environnement et en accroissant ainsi le niveau d'entropie, désordre, d'autocatalyse, c'est-à-dire essentiellement de croissance et de reproduction, d'homéostasie, c'est-à-dire d'autorégulation face aux effets perturbateurs de l'environnement, et, ce qui peut paraître surprenant au premier abord, d'apprentissage. Au sens large du terme, l'apprentissage est la capacité à prélever des informations sur soi ou sur son environnement, à les mémoriser et à en déduire pratiquement des actions qui permettent de maintenir ou d'accroître sa survie. L'apprentissage est donc l'un des grands mécanismes fondamentaux du vivant. Cette propriété est fondamentalement liée au fait que tout organisme ou groupe d'organismes vivants est capable d'adaptation, et que cette adaptation repose sur la possibilité d'utiliser des données sur l'environnement en vue d'améliorer sa survie. L'habituation à des situations dont l'expérience montre qu'elles ne présentent aucun danger pour l'organisme et l'apprentissage par association qui établit une connexion entre deux événements consécutifs qui se répètent, comme dans le réflexe du chien de Pavlov qui associe coup de sonnette et arrivée de repas, sont deux mécanismes de base, le second s'appuyant sur le premier, déjà présent chez des organismes unicellulaires, par exemple Physarum polycephalum, plus connu sous le nom de blob. Il suppose une capacité à reconnaître des éléments dans l'environnement, à mémoriser de l'information et à anticiper certains événements en fonction de l'expérience passée. Dans de nombreuses espèces animales, cela se traduit par de l'apprentissage social par imitation, et parfois même par des transmissions culturelles qu'on peut qualifier d'enseignement ou de proto-enseignement. De tels enseignements progressifs, par étapes et mis en œuvre à l'attention des plus jeunes, s'observent par exemple chez les souricates sauvages, où les adultes enseignent aux petits la manière d'attraper et de manger sans risque les scorpions venimeux, chez les singes tamarins et les chimpanzés.
plus le degré d'altricialité de l'espèce, au sens de long développement extra-utérin et de longue dépendance de la progéniture à l'égard des adultes, est grand, et plus l'apprentissage occupe une place importante dès les premières années de vie. Champions toutes catégories en matière d'altricialité dans le règne animal, les humains possèdent à la fois de puissantes dispositions à imiter et une grande capacité symbolique, leur permettant une grande souplesse et une grande complexité de communication. Au cours de leur histoire, ils ont de plus inventé des moyens d'externaliser et d'accumuler une multitude de savoirs grâce à l'écriture. Et lorsque la masse de savoirs scripturaux à maîtriser collectivement a atteint une certaine ampleur et un certain niveau de diversification et de complexité, une double nécessité s'est fait ressentir. Tout d'abord, celle d'une alphabétisation généralisée, puis celle d'une transmission systématique de ce patrimoine objectivé de connaissances dans des institutions scolaires, séparées du cours ordinaire des activités sociales. Là encore, une vision évolutive très large de la question de l'apprentissage, qui traverse l'ensemble du vivant et occupe une place centrale dans la vie des humains, permet de comprendre à quel point les enjeux autour de la création continue de nouveaux savoirs et de leur transmission ne sont ni sectoriels ni secondaires, mais cruciaux pour la vie, et même la survie des sociétés. Enfance, curiosité, émerveillement. Comme n'importe quelle autre espèce vivante, l'espèce humaine cherche donc à cerner et à comprendre le monde qui l'entoure, à prélever des informations sur son environnement pour pouvoir s'y adapter. Ce besoin de savoir et cette nécessité d'apprendre ne sont que la marque de l'un des mécanismes fondamentaux du vivant dans sa totalité, des unicellulaires aux multicellulaires, auxquels l'espèce humaine ne peut se soustraire. Ce mécanisme prend toutefois des formes singulières dans les différentes espèces en fonction des modes de communication et de développement ontogénétique qui les caractérisent. Chez l'humain, espèce altricielle s'il en est, dont le long développement extra-utérin nécessite des interactions sociales permanentes, l'appétit de savoir, la curiosité et le désir d'explorer, d'expérimenter et de découvrir s'expriment sur une très longue période et se signalent de différentes façons dès l'enfance. Tout d'abord, la psychologie de l'enfant a bien montré le besoin chez le bébé humain d'une exploration sensorimotrice. Jean Piaget, Henri Wallon, du monde qui l'entoure avec de nombreuses manipulations d'objets saisis, jetés, portés à la bouche, durant une période prélangagière où s'exprime ce que l'on peut appeler une pulsion de savoir. Et quand l'enfant commence à marcher, il étend sa zone de découverte, cherchant à tout manipuler, déplacer, pousser, tirer, ouvrir, taper, assembler ou empiler tout ce qui s'y prête. C'est dans l'action, le geste qu'il commence à faire connaissance de son environnement et à le maîtriser. La pulsion exploratrice se manifeste aussi dans l'importance que revêt le jeu, en tant que répétition d'actions sans implication pratique directe et ressemblant à une sorte d'entraînement permanent dès la période infantile. Le jeu n'est pas spécifique à l'espèce humaine, même si la persistance de comportements ludiques tout au long de la vie semble caractériser tout particulièrement les primates humains. De nombreux mammifères altriciels s'y adonnent durant la période de l'enfance, essentiellement entre pairs, acquérant ainsi des compétences importantes. Chez les primates non humains, par exemple, les jeunes mâles peuvent jouer à se battre sans se faire mal. De même que les jeunes femelles peuvent s'initier aux pratiques de maternage en jouant à s'occuper d'une pierre ou d'une bûche de bois comme s'il s'agissait d'un bébé. Compétences sociales, compétences techniques commencent à s'acquérir chez l'enfant humain à travers des jeux de rôle ou de manipulation et de construction par lesquels il s'entraîne et consolide ses habiletés. L'une des grandes spécificités de l'enfant humain réside toutefois dans le fait de pouvoir, grâce au langage, exprimer son puissant désir de comprendre son environnement en sollicitant les adultes de son entourage, et plus spécifiquement en les interrogeant. La période des pourquoi
de l'enfance, généralement situé entre 3 et 6 ans, mais qui est susceptible d'être plus ou moins stimulé, préservé, prolongé, en fonction du milieu familial et surtout de la classe sociale d'appartenance de la famille, est une période qui suit l'acquisition du langage. L'enfant comprenant qu'il peut obtenir des explications sur son environnement ou sur lui-même en posant des questions, et qui a été précédée, comme nous l'avons vu, par la découverte sensorimotrice de son environnement. Les incessants pourquoi adressés aux adultes sont de nouvelles manifestations du désir de connaître qui travaille l'enfant. Les petits humains sont les mammifères qui sollicitent le plus les adultes, cherchant à obtenir des réponses auprès de celles et ceux qui ont cumulé de l'expérience et des savoirs. Au lieu de simplement manipuler et découvrir par eux-mêmes, au lieu de se contenter d'observer et d'imiter les adultes en train de faire les choses, les enfants humains peuvent utiliser le langage qu'ils acquièrent pour prolonger l'exploration par des voies plus symboliques. Ils multiplient les questions. Les parents en savent quelque chose, qui sont souvent mis en échec devant des interrogations tout azimut auxquelles ils ne sont pas toujours préparés à répondre. Et selon le degré à la fois de réaction positive à leurs questionnements et de stimulation de leur curiosité par les adultes, la période des pourquoi peut se prolonger dans l'enfance et même durant l'adolescence. Le désir insatiable de savoir chez l'enfant, de la manipulation à l'interrogation, relève d'une nécessité vitale de base. L'enfant humain l'exprime avec toutes les propriétés et tous les moyens qui sont spécifiques à son espèce, avec son lent développement extra-utérin, ses tendances prosociales marquées, ses inclinaisons au jeu, sa capacité symbolique, son langage verbal et non verbal, etc. On pourrait dire que le besoin de savoir est présent autant chez les végétaux que chez les animaux, chez les insectes ou les poissons, que chez les oiseaux ou les mammifères. Et c'est cette nécessité ou ce besoin fondamental inscrit dans la logique du vivant qu'ignore et piétine les technocrates de l'éducation et de la recherche qui ne voient dans l'apprentissage qu'un moyen d'insérer professionnellement les individus et de fournir de la main-d'œuvre compétente à exploiter dans différentes branches de la division du travail capitaliste. Une vision à courte vue qui réduit l'enseignement et le savoir à leur seule rentabilité économique et à la satisfaction étroite d'intérêts particuliers. Libido sciendi de l'enfant et création scientifique. Un savant dans son laboratoire n'est pas seulement un technicien, c'est aussi un enfant placé devant des phénomènes naturels qui l'impressionnent comme des contes de fées. Marie Curie. L'immense mathématicien que fut Alexandre Grothendieck, 1928-2014, a beaucoup parlé des capacités enfantines qui permettent à celui ou celle qui sait les mobiliser de poursuivre très loin la recherche scientifique la plus avancée. Retrouver le don d'émerveillement, l'envie d'explorer et de découvrir, le besoin incessant d'obtenir des réponses à ces pourquoi, la capacité à oser poser les questions les plus naïves et apparemment les plus stupides, et l'inconscience de chercher à y répondre. Voilà ce que font les enfants comme les scientifiques les plus inventifs. Grothendieck appelle ces scientifiques les bâtisseurs ou les novateurs et les oppose aux casaniers, aux héritiers ou aux conservateurs. Ce sont celles et ceux qui ne se contentent pas d'être les usagers d'une maison héritée, mais qui poussent leur quête jusqu'à en construire de nouvelles. En gardant à l'esprit tout ce que j'ai rappelé à propos du besoin vital de savoir et de la période particulière de l'enfance, on peut dépasser l'impression de poncif que peut laisser l'idée de retrouver l'enfant qui est en nous. Car ce que dit Grothendieck de l'enfant montre bien qu'il a parfaitement saisi des choses essentielles sur le besoin impérieux de comprendre, et qu'il est conscient de toucher à un fait anthropologique fondamental concernant une période de la vie où, entrant dans le langage tout en continuant à découvrir le monde qui l'entoure, l'enfant fait montre d'une curiosité insatiable. Le petit enfant découvre le monde comme il respire. L'enfant est aussi celui qui ignore la crainte du ridicule, qui ose formuler des questions que plus personne ne se pose, et tout particulièrement celles et ceux qui sont suffisamment formés
et informé pour avoir intériorisé les interdictions qui pèsent sur ce genre de questions dans un milieu et une époque donnée, et qui va ainsi naïvement au cœur des choses. La découverte est le privilège de l'enfant. C'est du petit enfant que je veux parler. L'enfant qui n'a pas peur encore de se tromper, d'avoir l'air idiot, de ne pas faire sérieux, de ne pas faire comme tout le monde. Il n'a pas peur non plus que les choses qu'il regarde aient le mauvais goût d'être différentes de ce qu'il attend d'elles, de ce qu'elles devraient être, ou plutôt de ce qu'il est bien entendu qu'elles sont. Il ignore les consensus muets et sans faille qui font partie de l'air que nous respirons, celui de tous les gens sensés et bien connus comme tels. C'est cette même curiosité qu'il observe chez les plus grands savants qui continuent, malgré la masse de savoir qu'ils ont acquis, à s'émerveiller, à s'interroger et à rechercher, en se distinguant de beaucoup de professionnels qui semblent sûrs d'eux et revenus de tout. L'adulte aussi découvre, en ces rares instants où il a oublié ses peurs et son savoir, quand il regarde les choses ou lui-même avec des yeux grands ouverts, avides de connaître, des yeux neufs, des yeux d'enfant. Grothendieck dit que les plus grands savants ont souvent fait avancer la connaissance pour avoir porté leur regard sur des choses simples et essentielles auxquelles personne avant eux n'avait daigné prêter attention. Et c'est en cette capacité enfantine de voir les choses simples et essentielles, si humbles soient-elles et dédaignées de tous, que réside le pouvoir de renouvellement, le pouvoir créateur en chacun. Désir de savoir et pédagogie. Grothendieck ne prétend pas que l'enfant sait mieux que les adultes ce dont il a besoin, ou que seule sa demande de savoir justifie l'acte d'enseignement. Car s'il est doté de dispositions innées à apprendre, explorer, imiter, aucun enfant ne ressentira jamais le besoin d'apprendre des choses dont il ignore l'existence, et l'intérêt qu'il peut avoir pour un objet, une question ou une situation peut varier considérablement d'un milieu social ou d'une famille à l'autre. C'est donc bien aux adultes de susciter sa curiosité, pour l'amener à acquérir des connaissances que le collectif humain qui précède sa venue au monde juge indispensables. Les savoirs qui sont nécessaires à son adaptation dans un état culturel de société donné ont été développés par une multitude de générations de savants, dans tous les pays de la Terre, au prix de grandes peines et d'efforts passionnés. Et l'enfant ne peut en avoir l'intuition ou la compréhension spontanée. Il n'existe aucun besoin naturel de lecture ou d'écriture, de grammaire, de mathématiques ou de littérature, et seule l'organisation de situations pédagogiques par les adultes peut susciter l'intérêt de l'enfant. Ce que Grothendieck relève chez le petit enfant, c'est cette ouverture maximale au monde, ce désir viscéral de le comprendre. Toute pédagogie qui détruirait ce terreau serait nécessairement vouée à l'échec. Croire que l'imposition de connaissances scolaires, sans prise en compte des questionnements de l'enfant, de son envie de savoir ou de sa curiosité, peut suffire à obtenir un bon apprentissage est une illusion. Les pédagogies les plus autoritaires, celles qui sont a priori les moins sensibles à ce que peuvent ressentir ou éprouver les élèves, ne produiraient aucun effet si elles ne pouvaient compter sur un minimum d'envie d'apprendre de leur part. Si l'autoritarisme pédagogique est parvenu à des résultats malgré sa faible considération pour les motivations des élèves, on ignore toutefois ce que l'on aurait pu obtenir en mobilisant davantage l'énergie des élèves et en prenant appui sur leur libido sciendi. Albert Einstein s'étonnait déjà que les méthodes rigides d'enseignement de son temps ne soient encore parvenues à étouffer complètement la sainte curiosité pour la recherche. Car une telle curiosité est une plante extrêmement fragile qui, si elle a besoin d'encouragement, réclame surtout de la liberté, faute de quoi elle dépérit immanquablement. Et il ajoutait que ce serait une grave erreur de croire que la joie de l'observation et de la recherche peut croître sous l'effet de la contrainte et du sens du devoir. Des études psychologiques montrent que le niveau de curiosité des enfants, mesuré par exemple
à partir du nombre de questions qu'ils posent par heure, tend à diminuer considérablement au moment où ils entrent à l'école, pour chuter à l'âge d'entrée dans le secondaire. Pour résumer, les enfants naissent curieux, et les institutions chargées de l'enseignement, qui sont censées aiguiser leur soif de savoir, contribuent paradoxalement à en tarir la source. Programmes et classes surchargées, faible niveau d'interaction interindividuelle enseignant-élève, accélération des séquences d'enseignement qui diminuent le niveau de participation des élèves, discipline collective qui impose des temps de silence, peur de l'examen, de la faute et de la mauvaise note, tout concourt à refroidir les enthousiasmes. La solution pédagogique optimale ne se trouve ni dans une pédagogie de l'autonomie qui idéalise l'enfant et ses capacités à aller seul, et de la bonne manière vers le savoir. L'autonomie de certains, préparée par les expériences vécues au sein de la famille, se fera toujours aux dépens de ceux qui n'ont pas bénéficié des mêmes expériences et dont la curiosité n'a pas autant été accompagnée ou encouragée. Ni dans une pédagogie verticale et autoritaire, qui fait fi de la curiosité dont l'enfant est capable. L'idéal serait de bâtir des apprentissages sur la base d'une curiosité stimulée par des situations pédagogiques, et de combiner recherche semi-autonome, accompagnée ou guidée, formulation par l'enseignement et les élèves des résultats de cette recherche, et retour régulier sur des questions analogues pour consolider les acquis. Plus l'enfant se sentira concerné par ce qu'il apprend, et plus il s'impliquera dans ses tâches scolaires en acceptant les aspects les plus rébarbatifs de l'apprentissage. Retrouver le sens des priorités. Pour redresser ses vices, une réforme timide serait vaine. On ne refait pas à un pays son éducation en rapetassant de vieilles routines. C'est une révolution qui s'impose. Marc Bloch. Parmi les aspects du système scolaire les plus destructeurs de la curiosité de l'enfant, l'inversion des priorités entre l'objectif d'apprentissage et l'objectif d'évaluation des connaissances ou des performances des élèves occupe une place de choix. Ce qui n'aurait dû rester qu'un simple moyen de s'assurer de la bonne compréhension des élèves est devenu un objectif central et même une obsession. Évaluer, noter, classer, hiérarchiser et trier, sélectionner les élèves objectivement mis en concurrence. L'une des urgences d'une politique rationnelle de l'enseignement soucieuse du bon déroulement des apprentissages, qui constitue la base de toute politique de la création scientifique, serait de remettre le système scolaire sur ses pieds, en cessant de le placer sous tutelle des examens et des concours, des notes et des classements. Piloter l'institution scolaire à partir de l'objectif d'évaluation des élèves, c'est lui ôter sa raison d'être et la vider de sa substance et de son sens. C'est aussi détruire le désir de savoir des élèves qu'il s'agirait au contraire de préserver et d'alimenter le plus longtemps possible, comme un feu très précieux. De ce fonctionnement fou du système scolaire, les enseignants sont aussi victimes que les élèves. Car nombreux sont ceux qui cherchent à donner du sens aux apprentissages, à les motiver, à chercher de l'adhésion ou à susciter l'intérêt des élèves. Et c'est contre leur gré qu'ils se trouvent contraints, à un moment ou à un autre, sous la pression des programmes, des examens ou des concours, à privilégier l'enchaînement soutenu des séquences pédagogiques sur la profondeur de la compréhension et la solidité des acquisitions. Dans une note publiée en août 1943 par les Cahiers politiques, l'historien Marc Bloch décrivait le bachotage comme l'une des tares les plus pernicieuses de notre système actuel, gangrénant l'enseignement secondaire et supérieur, sans épargner totalement l'enseignement primaire. L'état des lieux sans concession qu'il dressait du système d'enseignement mériterait d'être lu et relu, et d'inspirer les réformateurs scolaires les plus progressistes. Bloch écrivait « Bachotage », autrement dit, hantise de l'examen et du classement. Puis encore, ce qui devrait être simplement un réactif, destiné à éprouver la valeur de l'éducation,
devient une fin en soi, vers laquelle s'oriente, dorénavant, l'éducation tout entière. On n'invite plus les enfants ou les étudiants à acquérir les connaissances dont l'examen permettra, tant bien que mal, d'apprécier la solidité. C'est à se préparer à l'examen qu'on les convie. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'insister sur les inconvénients intellectuels d'une pareille manie examinatoire. Mais ses conséquences morales, les a-t-on toujours assez clairement vues? La crainte de toute initiative, chez les maîtres comme chez les élèves, la négation de toute libre curiosité, le culte du succès substitué au goût de la connaissance, une sorte de tremblement perpétuel et de hargne, là où devrait au contraire régner la libre joie d'entreprendre, la foi dans la chance, car ces examens, quelle que puisse être la conscience des examinateurs, demeurent, par nature, hasardeux. Enfin, mal encore infiniment plus grave, la foi dans la fraude. La situation ordinaire dans laquelle s'est installé notre système d'enseignement, et à laquelle une grande majorité de gens, progressistes aussi bien que conservateurs, semblent s'être habitués, et pourtant à y regarder de plus près, totalement ubuesque. Elle tient à la dérive quasi universelle des institutions, créées pour répondre à des nécessités bien précises. Elles finissent très souvent par oublier leur raison d'être originelle et officielle. Pour faire en sorte que les élèves apprennent les choses, but officiel de toute institution scolaire, et veiller à ce que tout le monde apprenne les mêmes contenus de savoir, on a conçu des programmes scolaires. Et pour vérifier que les apprentissages se sont bien déroulés, on a mis en place des dispositifs d'évaluation. Résultat des courses, les enseignants courent après le temps pour terminer les programmes, accélèrent le rythme d'enseignement, quitte à survoler les problèmes et à empêcher la compréhension un tant soit peu profonde des choses par les élèves. Et l'apprentissage a pour but de permettre aux élèves de réussir aux examens ou aux concours. Et d'ailleurs, s'il faut absolument faire tout le programme, c'est bien parce que faire l'impasse sur une partie de celui-ci pourrait être fatal au moment de l'examen ou du concours. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bien entendu, cette dérive s'opère sous pression des forces de production et de reproduction des inégalités existantes. Si l'école se présente officiellement comme un lieu de transmission des connaissances, elle échappe difficilement à sa fonction d'évaluation, de tri, de sélection et d'élimination des élèves en fonction de leurs performances. Et ceux qui parviennent, malgré tout, à donner du sens au savoir scolaire, qui supportent les cadences infernales et les examens stressants, sont ceux qui y ont été préparés familialement. On assiste donc à un grand renversement. L'apprentissage devient le moyen et l'évaluation la fin. L'examen est devenu ce qui anime et oriente toute l'action pédagogique. À partir de ce moment-là, comme disent les Britanniques, ce n'est plus le chien qui remue la queue, mais la queue qui remue le chien. Tout le monde a les yeux rivés sur les notes, les taux de réussite, les résultats aux examens ou aux concours, aux évaluations nationales, aux enquêtes comparatives PISA menées par l'OCDE, les classements scolaires des élèves, des établissements, des nations, etc. De plaisir d'apprendre, d'éveil de la curiosité, d'alimentation de la capacité d'émerveillement, de goût de la recherche. Il n'en est plus guère question. Et il y a fort à parier que l'évocation de ces aspects provoque, comme disait Grothendieck, les mêmes sourires mi-gênés, mi-entendus, comme si on était en train d'afficher une naïveté cousue de fil blanc. Préoccupation de doux rêveurs. Les cyniques, les réalistes ou les convaincus des vertus de la concurrence, qui se voient comme des êtres particulièrement lucides et conscients des dures réalités économiques, rappellent qu'on n'apprend pas seulement pour mieux comprendre le monde et pouvoir y être, d'une manière comme une autre, créatif ou inventif, mais pour réussir le mieux possible aux examens, obtenir les meilleures notes et les meilleurs classements, aller dans les filières les plus prisées, les établissements les plus cotés, et se diriger vers les métiers les plus nobles et les mieux rémunérés.
Le miracle dans tout cela est que, en dépit d'une machine folle qui tourne à l'envers, une partie des élèves puisse continuer à être curieux, à avoir l'envie d'apprendre, de comprendre et de créer, et qu'une toute petite minorité ait envie de poursuivre sa route vers les mondes de la recherche, s'enorgueillissant du nombre de médailles Fields, de prix Nobel, etc. obtenus. Les nations en compétition ne sont pas conscientes de la masse de savants potentiels dont elles se privent, et que des systèmes scolaires et des organismes de recherche marchant à l'endroit pourraient produire. Elles ignorent tous les progrès scientifiques et culturels qu'elles pourraient faire, tous les défis sanitaires et écologiques à venir qu'elles pourraient relever et qu'elles ne relèveront pas, faute d'avoir remis le système à l'endroit. L'esprit de compétition est aussi ce qui sous-tend l'inversion des priorités. Si l'on apprend pour la note, le classement, la réussite à l'examen ou au concours, si l'on s'entraîne dans des épreuves blanches à performer dans les conditions du concours, si les lycées visent à avoir le meilleur pourcentage de réussite au baccalauréat ou le meilleur taux de recrutement dans les grandes écoles, si les établissements d'enseignement supérieur cherchent à améliorer leur position dans les classements internationaux, QS World University Ranking, Shanghai, Times Higher Education, etc. C'est du fait de l'excroissance propre aux sociétés libérales de type capitaliste, des phénomènes d'évaluation, de hiérarchisation et de compétition ou de mise en concurrence généralisée. Dans un tel système économique, la qualité de l'apprentissage et le besoin de comprendre ne sont plus au cœur des préoccupations. Dans ce régime de terreur, terreur de l'examen ou du concours, terreur de la mauvaise note, terreur du jugement scolaire et parental, etc. Les plus adaptés au système, les plus performants, ne seront pas forcément les plus inspirés, les plus animés par un désir puissant de connaissance, mais ceux qui sont capables de sauter au mieux les obstacles qu'on leur demande de sauter, de performer dans les moments où on leur demande de performer. Certains mots de Richard Hogarth à propos de la figure du boursier, qu'il oppose à celle de l'héritier, dressent tout aussi bien le portrait de ce que l'on appelle une bête de concours. Comme un cheval de manège qui n'a été dressé que sur des obstacles artificiels, il n'a été formé qu'aux épreuves scolaires. Il en résulte qu'il a perdu toute capacité d'initiative. Certains Homo academicus ne feront d'ailleurs toute leur vie que sauter des haies, sans faire progresser significativement la science qu'ils sont censés servir. Plutôt que de porter leurs attentions sur de véritables énigmes, des apories, des failles ou des trous de la connaissance, ils se tourneront vers des objets qu'ils connaissent ou croient connaître, qui ne les surprennent ou ne les intriguent pas particulièrement, et à propos desquels ils pourront mettre en œuvre des procédés éprouvés, ou un art d'inventer déjà inventé, en les adaptant au mode intellectuel du moment pour avancer rapidement dans la carrière. Grothendieck disait de la plupart de ses camarades, beaucoup plus brillants, beaucoup plus doués que lui, qu'ils étaient devenus des mathématiciens compétents et réputés, mais constatait, avec le recul de 30 ou 35 ans, qu'ils n'ont pas laissé sur la mathématique de leur temps une empreinte vraiment profonde. Ils ont fait des choses, des belles choses parfois, dans un contexte déjà tout fait, auquel ils n'auraient pas songé à toucher. Il ne faut pas demander à un cheval de saut d'obstacle de montrer autre chose que sa capacité à sauter, efficacement et parfois avec élégance, des obstacles convenus et choisis par d'autres. L'inversion des priorités qui caractérise le système d'enseignement produit des effets tout au long de la vie des individus. Celles et ceux qui, parmi les élèves, deviennent des universitaires ou des chercheurs à temps plein ont, eux aussi, pris l'habitude de sauter les obstacles, d'être en concurrence, de chercher à être les meilleurs et de ne pas forcément avoir pour but principal la compréhension profonde du monde. Grothendieck disait que, quand on perd son don d'émerveillement, on ne fait plus que de la mathématique sportive, mais on pourrait parler plus généralement de sciences sportives, entièrement tournée vers la performance et la compétition. Il lui semblait impératif d'aller vers un dépassement de l'attitude de compétitivité entre personnes, et vers un dépassement de l'attitude ou du désir de domination des uns par rapport aux autres,
qui engendre d'autre part le désir de soumission à l'autorité. Lui-même, qui a poussé sa recherche mathématique plus loin que quiconque, dit avoir été le siège d'une tension dans sa vie de mathématicien entre l'enfant et sa soif de connaître et de découvrir, son émerveillement en les choses entrevues et en celles examinées de près, et le patron se réjouissant de ses œuvres, avide de s'agrandir et d'augmenter sa gloire par la multiplication des œuvres. Les plus grandes chercheuses ou les plus grands chercheurs, celles et ceux qui avaient la science chevillée au corps, sont ainsi parfois allés jusqu'au bout de leurs convictions concernant la plus grande valeur qu'il faut accorder au savoir par rapport aux marques de distinction, en prenant verbalement leur distance vis-à-vis d'elles, et en allant même parfois jusqu'à refuser l'argent des prix qu'on leur attribuait. C'est Richard Feynman, lauréat du prix Nobel de physique en 1965, qui démissionna de l'Académie nationale des sciences en constatant que les questions scientifiques y étaient secondaires par rapport à celles des enjeux de pouvoir autour des nouveaux membres à recruter, et qui opposait la joie de la découverte aux honneurs. Je n'aime pas les honneurs. Je les apprécie pour le travail que j'ai accompli, pour le fait que des gens l'apprécient ou que d'autres physiciens utilisent mon travail. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je ne pense pas que cela ait un sens. Je ne vois pas l'intérêt que quelqu'un à l'Académie suédoise décide que ce travail est suffisamment noble pour recevoir un prix. J'ai déjà reçu le prix. Le prix, c'est le plaisir de découvrir quelque chose, le coup d'envoi de la découverte, le constat que d'autres personnes s'en servent. Ce sont là les choses réelles. Les honneurs sont irréels pour moi. Je ne crois pas aux honneurs. Les honneurs m'ennuient. Les honneurs, ce sont les épaulettes, les uniformes. Mon père m'a élevé de cette façon. Je ne peux pas le supporter. Ça me fait mal. C'est encore Alexandre Grothendieck qui refusa en 1988 le prix Crafoord, pourtant richement doté, en expliquant dans une lettre adressée à l'Académie royale des sciences de Suède que son salaire de professeur était plus que suffisant pour ses besoins matériels, que la fécondité se reconnaît par la progéniture et non par les honneurs, et qu'il ne souhaitait pas donner sa caution à un esprit et à une évolution dans le monde scientifique qu'il jugeait profondément malsain. Et l'on peut penser plus récemment au mathématicien russe Grigori Perelman, qui a refusé la médaille Fields en 2006, puis le prix Clay en 2010, doté d'1 million de dollars et récompensant celui qui était parvenu à démontrer la conjecture de Poincaré.